Alors, est-ce que je dois acheter des actions ou est-ce que je dois acheter de l'or? Eh bien, comment est-ce que vous pouvez savoir ça? C'est-à-dire que si vous avez des dollars, c'est pas une propriété. C'est un bout de papier qui ne vaut rien. Ceux qui ont acheté des titres de dette ont fait très très bien. Et à partir de 2020, c'est fini. Les titres de dette sont devenus toxiques. Quand on dit « Oh tiens, le prix de l'or monte », c'est que la valeur de la devise, du dollar est en train de baisser. L'or, on dit « Oh, l'or a monté de 15% ou 16%, c'est terrible. » Mais il a monté de 30% par an pendant 10 ans, dans les années 70, tous les ans. Didier Dercé, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle Éco. Bonjour Richard, merci à toi. Sur cette chaîne, on aime beaucoup expliquer que les États occidentaux gèrent très mal leur argent et que du coup, un des actifs les plus qui ont explosé à la baisse, ça a été les obligations. Tout ce qui était sûr depuis 20 ans, c'est ce qui s'est le plus gamellé. Et tout ce qui a été vendu en termes de patrimoine sécurisé, pépère, sans risque, c'est là où il y a eu les plus grosses gamelles. Ah oui. Donc, et tout ça, bien évidemment, c'est lié à la dette des États. Et du coup, on pourrait très bien se dire, si on veut faire de la finance sans trop se prendre la tête, admettons qu'on soit turc, est-ce que je peux gérer mon portefeuille en enlevant tout ce qui est titre de dette ? Alors, comme ça, au moins, on vire toutes les... Voilà, et exactement. On se dit, je regarde que le tangible. Alors ça c'est une sacrément bonne question parce que disons que c'est vraiment la conclusion la plus simple de tout ce qu'on dit depuis quand même 2-3 ans. Il y a eu une rupture majeure en l'an 2000, en gros. À partir de 2000, bon, vous passez de 1980 à 2020, pardon, pas 2000, 2020, 1940 ans, les titres de dette, les obligations, ça se comportait très bien. Plus ou moins bien, mais en fait très bien. Avec des taux qui étaient très très élevés il y a 40 ans, parce qu'on était en train de contrer l'inflation dans les années 70, et puis ces taux petit à petit, ils ont non cessé de baisser, avec l'inflation, jusqu'à devenir négatifs, enfin, une folie économique. Mais on sait que quand les taux baissent, la valeur d'une obligation monte. Donc ceux qui ont eu l'intelligence d'acheter des titres dans ces moments-là ont gagné beaucoup. Au pire moment, quoi. Au moment qui était terrible de l'inflation et au moment où les banques centrales ont dit bon, il y en a marre, cette inflation, je vais la casser. Avant que Volcker dise je passe les taux à 20% et je vous en... Voilà. Alors au moment où les taux sont passés à 20% aux États-Unis, à 17% en France, au moment où il est arrivé là, ceux qui ont acheté des titres de dette ont fait très très bien. Bon, mais maintenant, tout ça s'est passé pendant 40 ans et à partir de 2020, c'est fini. Donc le monde a changé. Ce que tu disais, c'est que les titres de dette sont devenus toxiques. Elles ont tanké. Elles ont perdu 20-25% et plus en termes réels si on décompte l'inflation. Donc les portefeuilles qui étaient les plus sécurisés, soi-disant, les plus calmes, acheter des titres d'État à 10 ans, vous allez voir, c'est peinard, le capital est garanti par l'État et tout ça, etc. Et bien en fait, ça a été les plus grandes gamelles. Donc il y a beaucoup de gens qui se posent la question, non mais c'est très embêtant ça, c'est-à-dire que si les titres de dette posent un problème, qu'est-ce que je peux faire? Je suis bien embêté. Or, dans le marché, il y a deux choses, il y a soit des titres de dette, soit des titres de propriété. Donc première remarque, si vous pensez globalement que les titres de dette comme nous sont toxiques, en tout cas dans les pays du G7, eh ben, il faut aller vers des titres de propriété. Bon, alors quels sont les deux grands titres de propriété? Alors, premier grand titre de propriété, c'est évidemment l'immobilier. Mais ça, c'est illiquide. Donc, c'est illiquide, on ne peut pas faire des stratégies d'achat, de vente d'immobilier tous les 3 mois, etc. Ça sera du mal avec les frais et ça. Donc, il reste deux grands types de titres de propriété, qui sont évidemment les actions. Quand vous achetez des actions, une part de l'entreprise vous appartient. C'est un titre de propriété. Et puis pour l'immobilier, fondamentalement, le gros avantage en termes d'assets de l'immobilier par rapport aux autres dans la finance, c'est que pour les particuliers, ils sont accessibles par le crédit. Oui. Donc il y a moyen de faire du levier sur l'immobilier, alors que votre banquier, si vous dites je veux faire du levier pour acheter du air liquide, il va non. Il va dire non. Voilà. Absolument. Ou pas. Voilà. Exactement. Sauf si vous êtes suisse et vous pouvez faire des crédits lombards, etc. Mais c'est après, c'est le niveau quand on a déjà de l'argent. Oui, et puis ce sera pas à ce niveau-là. Exactement. C'est pas vous mettez 20% et je vous file 100. Non, ça va pas fonctionner. Donc l'immobilier, en fait, c'est un actif qui est particulier pour ça. Ouais. Parce qu'on accepte que les moldus, les particuliers, ils fassent du levier dessus, quoi. Exactement. Donc, 5 fois, enfin des choses, des leviers très importants, bien sûr, en remboursant sur 30 ans. Donc c'est pas vraiment un actif financier. Non, c'est pas un actif financier traditionnel et c'est en tout cas pas un actif liquide non plus. Donc les deux qui restent, c'est bien les actions, ça c'est évident. Et puis vous avez en face l'or.
L'or est un titre de propriété. L'or n'est pas une dette, c'est la dette de personne, l'or. Donc voilà, vous vous retrouvez avec des actions et de l'or. Vous dites, bon, alors, est-ce que je dois acheter des actions ou est-ce que je dois acheter de l'or? Eh bien, comment est-ce que vous pouvez savoir ça? Et donc, j'ai regardé quelque chose. Charles Gave avait fait un papier très amusant il y a 1 an ou 2 ou 3 sur les dividendes du marché américain qui revenaient toujours après des longues fluctuations à 1 gramme d'or. On a fait des vidéos là-dessus, on s'est pris la tête pendant des semaines et des mois pour savoir qu'est-ce que ça voulait bien pouvoir dire. Voilà, c'est ça. Alors, c'est cette idée-là. Alors, et on sait toujours pas trop. On sait toujours pas trop. Alors là, lui, il a des explications, tu pourras l'interroger, mais là, j'ai pas regardé la distribution des dividendes pour une raison simple, c'est que les dividendes, ça dépend de la politique de distribution de l'entreprise. Et une entreprise peut décider qu'elle garde ses dividendes pour des raisons fiscales. Amazon, SpaceX, si vous voulez... Ouais. Jeff Bezos qui disait, si vous voulez gagner de l'argent avec des actions Amazon, vous n'avez qu'à les vendre. Voilà. Voilà. Tous les earnings, je les réinvestis dans la boîte parce que vous êtes sympa, mais moi, j'ai un monde à conquérir. Voilà. Donc, je réinvestis tout, allez vous faire pendre. Voilà. Et du coup, parler de dividendes, on peut pas dire que Amazon est une boîte qui fait pas de profit, quoi. Exactement. C'est compliqué quand même. Voilà. Donc, SpaceX, pareil. Le dividende est aussi donc. Donc toi, tu t'es dit, je vais regarder les earnings. Je vais regarder les profits. Parce que ça, c'est vraiment. Ça, c'est ce qu'a gagné l'entreprise. C'est ce qui tombe dans le. Et c'est ce qui tombe dans la gamelle. C'est le résultat de l'activité de l'entreprise. Exactement. Voilà. C'est le rendement le rendement en fait de l'entreprise. Donc je vais regarder ce rendement. Donc les earnings, ce qu'on appelle les earnings en anglais ou les profits en français. Donc les profits, mois après mois, sur une année glissante, voilà, c'est quoi les profits de l'entreprise? Bon voilà, ça bouge. Depuis 1 an, il a fait 4% de profit, ou 3, ou 4. Bon, c'est un certain montant d'ailleurs, un certain montant. Et puis je me suis dit, puisque je suis en train de parler de titre de propriété, la seule référence, c'est pas du dollar, parce que le dollar, c'est une dette. C'est-à-dire que si vous avez des dollars, c'est pas une propriété. C'est un bout de papier qui ne vaut rien. La façon, ça vaut quelque chose parce que l'État américain vous dit vous pourrez toujours acheter quelque chose parce que c'est un contrat. Donc vous ne pouvez pas le valoriser, donc il faut le valoriser en or. Et là, vous avez une correspondance entre les actions et l'or qui est de dire très bien, j'ai des actions, j'ai de l'or. Les actions ont un avantage sur l'or, c'est qu'elles produisent des profits tous les ans, oui, des profits, alors que l'or distribue rien du tout. Wow. Donc la seule question, c'est de se dire, est-ce que ces profits exprimés en or, en grammes d'or, est-ce qu'ils sont en train de monter ou baisser? C'est quand même simple comme approche. Vous faites ça, c'est-à-dire que tous les mois, vous regardez si votre profit exprimé en grammes d'or, là, ce mois-ci, par rapport à il y a 1 an, c'est sur 1 an par rapport à il y a 1 an, est-ce que ça a monté ou baissé? Et si ça a monté, ça veut dire que votre système productif, qui est caractérisé par les actions, est en train de vous fournir un rendement qui augmente en valeur réelle, qui accélère, encore une fois, c'est-à-dire qui est en train de progresser vers le haut, d'accélérer, exprimé en or, c'est-à-dire pas exprimé avec des manipulations monétaires de quoi que ce soit. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il est très productif, qu'il est bon. Et donc à ce moment-là, vous achetez les actions. Et si par hasard, il est en train de baisser, à ce moment-là, méfiez-vous, il décélère, tournez-vous vers l'or. Donc quelque chose d'extraordinairement simple. Et tu monteras peut-être le graphe, mais tu te rends compte que tu as, avec ça, depuis 50 ans, une performance qui est tout à fait correcte et tu évites toutes les grandes catastrophes qui se sont produites depuis 25 ans à peu près, parce que justement, dès que le système lui-même commence à être un peu plus faible en termes de production, de richesse, de profit exprimé en or, attention, et à ce moment-là, ça veut dire qu'il ralentit, qu'il est moins efficace, et à ce moment-là, tu sais quoi, on va être un peu plus prudent, on se tourne vers ce qui a marché dans le passé, c'est-à-dire l'or, et puis on ne se tourne pas vers l'avenir qui est le marché des actions. Donc on fait en fait une espèce de balancier entre je mise sur l'avenir ou je mise sur le passé. Et si l'avenir est en train de devenir plus rose, je prends l'avenir. S'il commence à devenir plus gris, tu sais quoi, je me réfugie tranquille sur l'or. Et ça te fait une stratégie qui est très simple. Donc on voit en fait que dans les marchés, il y a des approches qui peuvent être très robustes et très simples à condition de les mesurer proprement. Et la clé derrière tout ça, c'est de ne pas mesurer les performances, les valeurs, etc. en dollars ou en euros, etc., dont la valeur elle-même fluctue énormément en fonction des politiques monétaires. On ne le voit pas, parce qu'on est toujours en train de mesurer en euros. Mais derrière, la valeur de la monnaie fluctue énormément, parce que les banques centrales peuvent mettre des taux très bas, émettre plein de papiers pour rien du tout. Donc en fait, il faut mesurer les valeurs des choses dans des titres de propriété. Oui, mais l'or, il est bien évalué en dollars. Oui, mais les deux sont évalués en dollars. Donc en fait, si tu fais l'un...
Oui, donc tu évalues là. Ce que je veux dire par là, c'est que la valeur de l'or, les gens ne s'échangent pas. C'est pas une monnaie, l'or. C'est une réserve de valeur, mais c'est pas une monnaie. J'ai jamais vu un mec acheter une baguette de pain et j'ai encore moins avec de l'or et j'ai encore moins vu mon boulanger afficher la baguette de pain en or. Bien sûr. Du coup, c'est là où. Non, mais ce que ça veut dire, ce que tu dis là, c'est que simplement, quand on dit que l'or monte, ce n'est pas l'or qui monte. L'or, c'est de l'or. Quand on dit, oh tiens, le prix de l'or monte, c'est que la valeur de la devise, du dollar, est en train de baisser. Et ça on le sait parce que justement, quand on mesure les prix en or, dans le temps et sur le très long terme, on voit qu'il ne bouge pas. Parce que l'or a quand même fini son adoption depuis un petit moment. Donc du coup, on voit bien que il y a une constance dans les prix. Si mon boulanger affichait le prix du pain en or, il serait très probablement stable. Exactement. Tu sais, j'avais regardé, je m'étais amusé à regarder sous l'Empire romain combien était payé un soldat. Alors j'avais regardé ça, et puis j'ai exprimé en or, en équivalent or. Je dis bon, très bien, puis je regarde ce que ça veut dire aujourd'hui. Bon, il faut exprimer en or. Je me suis dit, tiens, un soldat, il a envie de se déplacer. Alors comment il va se déplacer? Bon, il n'a pas beaucoup d'argent, ils n'étaient pas payés extrêmement. Donc quel pourrait être son moyen de déplacement le moins cher possible? En BMW pied, ou en calèche, quoi. Enfin, oui, alors, non, mais hors dehors, avec un moyen de transport, pas en marchant. Un cheval, quoi. Oui, enfin voilà, alors j'ai pris un mulet, j'avais pris une mule, parce que le cheval, c'est noble. Mais la mule, un peu cher. Bon, la mule, ça va, voilà. Donc j'avais regardé combien coûtait une mule. Il y a que 2 vitesses et tout. Voilà. Donc voilà, le soldat, l'Empire romain, une mule, et le mule lui coûtait à peu près 7 mois de salaire, je crois, un truc comme ça. Bon, très bien, on exprimé en or. Puis maintenant, je me place en France en 2024. Combien est payé un soldat de l'armée française? Et puis je me dis, bon, il a envie de se déplacer, comment il fait? Il n'y a plus de mule aujourd'hui. En Clio. Et voilà, j'ai regardé la voiture la moins chère sur le marché, alors j'ai tout scanné. On doit pas être loin de la Clio. Oui, je ne sais plus laquelle c'était là. Dacia, et ben ça correspond à 7 mois du salaire du soldat. Donc on est là. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre l'Empire romain et maintenant? En fait, on se rend compte que c'est toujours le même rapport. C'est-à-dire que se déplacer, c'est toujours à peu près la même chose. C'est quand même, et c'est l'or qui transmet ça. Même, parce que une coupe de cheveux, on comprend bien, parce qu'en fait, on coupe toujours les cheveux de la même façon, globalement avec des ciseaux, et puis une nana qui vous raconte sa vie. Voilà. Mais entre une Clio et un mulet, on voit bien, et une mule, on voit bien qu'il n'y a pas le... Il y a une petite technologie supplémentaire. Alors, ok, je suis d'accord, c'est qu'on dit toujours, oui, mais il y a eu un gain de productivité. Parce que, alors, qu'est-ce que ça veut dire physiquement que ce gain de productivité? Paris-Genève en mulet, je serais pas là, moi. Ah, c'est quoi la différence? Quelle est la différence entre Paris-Genève en mulet et Paris-Genève en Clio? C'est le temps. En mulet, je sais pas, c'est une semaine, 2 semaines. Mais oui, bien sûr, c'est le temps. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas la valeur relative des choses qui change. C'est que la productivité, tu peux le voir comme une capacité de faire ce qu'on a envie de faire, mais plus vite. Simplement plus vite. Donc ça veut dire qu'en fait, l'évolution de nos sociétés nous permet de vivre la même chose, mais plus vite. C'est-à-dire plus de vie, en fait. C'est-à-dire qu'on peut pas... Lui, il a peut-être été 3 fois dans sa vie ou 1 fois à Genève dans sa vie. Nous, on peut y aller 20 fois parce que ça va plus vite. Donc en fait, on peut comprendre l'évolution de la productivité, pas simplement en termes de confort, parce qu'ils avaient aussi du confort. Quand tu vois l'Empire romain, ils avaient aussi... Moi, je me souviens, j'avais été visiter Pompéi. Ils avaient des systèmes de tuyaux dans les murs qui permettaient de chauffer ou de refroidir. Donc les gars, ils faisaient attention à leur confort quand même avant. Donc c'est évidemment que c'est le confort, mais c'est derrière l'accélération du temps, donc la possibilité de vivre plusieurs vies. Et tu peux même faire la remarque en termes de médecine, c'est que la médecine nous a permis de vivre plusieurs vies par rapport à nos ancêtres. Donc la différence entre eux et nous, c'est que nous on vit plusieurs vies. Tant mieux. Mais c'est pas forcément que tout d'un coup se déplacer est devenu incroyablement accessible. Non, c'est le même prix. Ça te coûte la même chose en fait, te déplacer. Simplement, tu vas plus vite. Donc, c'est une autre façon de voir ce que c'est que la productivité. Voilà. Et donc, derrière cette transmission de valeur, tu ne peux le faire qu'avec l'or. Tu te rends compte, je me suis rendu compte que ce qu'était payé un soldat romain en or est la même chose que ce qu'est payé un soldat français en or. Aujourd'hui, c'est la même chose. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on a aussi dit, et tu as démontré que le dollar sur les 100 dernières années était as good as gold. Ouais. Parce que si on réintégrait le cash return du dollar, donc le taux d'intérêt directeur, en gros, on était, il n'y avait pas de perte de valeur. Ouais. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est pas le dollar en fait qu'on mesure mal, et que quand on mesure un prix en dollars, il faudrait lui intégrer entre guillemets son taux d'intérêt composé pour
Oui. Tu vois ce que je veux dire, en gros, est-ce que c'est pas un problème, enfin je sais pas, c'est un problème de métrologie, quoi. Oui, bien sûr, mais... Parce que ce qu'on appelle le dollar, c'est pas le dollar. Le dollar, c'est le bond. Oui. Ce qu'on appelle le dollar, le billet ou le principal, c'est juste la moitié du business. Enfin, la moitié, le tiers ou le quart, j'en sais rien, mais bien sûr. Il manque un morceau, quoi. Il manque un morceau, bien sûr. À partir du moment où tu réintègres le taux d'intérêt, bah, tu vas retrouver de l'or. Mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi? C'est que ça, c'est sur le long terme. Mais si tu veux suivre un peu des évolutions comme ça, comme je proposais, est-ce qu'on achète des actions, est-ce qu'on achète de l'or, etc. On est sur des cycles qui sont beaucoup plus courts. C'est-à-dire tu peux changer d'opinion au bout de 6 mois. De 10 mois, on n'est pas sur des 100 ans là. Hein. Et au bout de 6 mois, tu vois que en fait, en mesurant en dollars, il y a quelque chose qui est caché en mesurant en dollars, c'est qu'on ne voit pas que la valeur du dollar peut baisser, puisque c'est la référence de tout. Donc on dit, oh tiens, il y a un petit peu d'inflation sur la baguette de pain. Puis en plus, on dit que c'est la baguette de pain, mais non, c'est le dollar. Les taux directeurs, ils sont recotés tous les ans à peu près. Oui, ils sont recotés même, ils peuvent tous les 3 mois. Voilà. Oui, mais tous les 3 mois ou plutôt tous les ans, c'est plutôt rare, alors que l'or, c'est à la minute. C'est à la minute, c'est à la minute. À la seconde même. Donc il y a une meilleure réactivité. Il y a une meilleure réactivité, bien sûr. En fait, tout est stabilisé parce qu'on mesure en devise, mais en termes de valeur, ce qu'il faut regarder, c'est pas la devise. Donc, et d'ailleurs, cet exemple le montre. C'est-à-dire qu'il faut regarder ce que vaut un moyen de transport en or, ce que vaut les profits du S&P ou du CAC 40 en or, et de regarder quelle est la dynamique de ça. Et là, ça vous donne des informations incroyablement pertinentes. Et là, on retombe un peu sur l'idée où on avait fait ça dans une autre vidéo où tu disais soit on demande l'opinion aux gens, et c'est le cas du banquier central, on lui demande de fixer le taux d'intérêt, soit on regarde ce que nous dit le marché, ce qui a été fait, on regarde l'or, et en fait, on se rend compte que les deux convergent. Donc, en fait, on n'a pas besoin de banquier central. C'est ce que disait Charles dans un article. Il faut virer les banquiers centraux. Il faut virer les banquiers centraux, voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de fixer... Tiens, alors ça, c'est marrant, c'est une idée instantanée. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de fixer le taux d'intérêt direct sur une monnaie en fonction des prix de l'or? Genre, entre guillemets, tu dis, l'or, c'est la référence, mais comme on veut piloter une monnaie, une économie où on veut imprimer des dollars, je vais fixer mon taux d'intérêt pour que la valeur de mon dollar, il recolle toujours à la valeur de l'or. Et comme ça, mon taux directeur, il est donné par le prix de l'or et plus par un banquier central. Alors, comme ça, on vire le banquier central, comme le dit Charles, mais on garde une monnaie dollar qui est imprimable. Déjà... Avec le crédit commercial par les banques, quoi. Il y a un pays africain, là, il y a 15 jours. Là, c'est du live. C'est pas préparé, là. Il y a un pays. De toute façon, on prépare jamais. Hein, donc, il y a un pays africain, là, il y a 15 jours, je crois, je sais plus lequel, il faut que je retrouve, qui a décidé qu'il allait mettre sa monnaie convertible en or. Et donc, avec l'idée que ça allait complètement effondrer l'inflation et faire complètement jeter le taux d'intérêt. Donc, on est en train de le vivre. De vivre le fait que tu arrimes ta monnaie à l'or. Bon, maintenant... J'ai pas dit ça. Là, je dis, ton taux directeur, il est fixé de façon à ce que la valeur du dollar plus le taux directeur colle à l'or. Oui, mais c'est un peu ce qui se fait. C'est sauter Powell. En fait, c'est un peu ce qui se fait. C'est-à-dire que quand tu as tout d'un coup, ton taux est trop faible par rapport à l'activité, qu'est-ce qui se passe? Si ton taux est trop faible, ce qui va se passer, c'est que probablement, tu vas avoir à la fois un risque inflationniste, et tu vas avoir à la fois l'or qui monte. Et à ce moment-là, le banquier central va dire « Oh là là, l'inflation remonte, donc il va remonter son taux. » Et là, au moment où il remonte son taux, l'inflation va baisser et l'or va baisser. Oui, donc, mais là, c'est le faire de façon automatique sans qu'il y ait un banquier central comment tu sais automatiquement quel est le taux? Tu regardes les prix de l'or. C'est un peu ce qui se passe de façon, je te dis, un peu indirectement. Tu vois, il va pas changer son... à ce moment-là, si tu fais ça, ils vont changer son taux toutes les 2 minutes en fonction du taux de marché. Oui, pourquoi pas. Mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu ce qui se produit. De facto, c'est-à-dire que quand les taux d'intérêt sont trop bas, on voit qu'il y a un effet sur l'économie et qu'ensuite les banquiers centraux sont obligés de réagir. Là, par exemple, personne en Europe, aucun banquier central dans le monde n'avait envie de remonter ses taux de 0 à 4% en Europe ou de 0 à 5 aux États-Unis. Et pourtant, si on avait regardé les prix de l'or, on l'aurait fait. On l'aurait fait. Et ça aurait été peut-être possible. Oui, mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Pourquoi ils l'ont fait quand même? Parce qu'ils voyaient que l'inflation partait. Et tout d'un coup, ils se sont dit, oula, mais notre mandat, c'est de contrer l'inflation. Et puis en plus, si on la laisse partir, voilà, on peut avoir des lendemains très douloureux. Donc ils ont été forcés de le faire. Alors qu'il y a tous les gouvernements qui freinaient les 4 pieds en disant si on montait les taux d'intérêt, ça va me coûter très cher, etc., etc. Maintenant, la pression est à faire baisser les taux. Bon, maintenant, la pression qu'il y a, donc
Est-ce que les États-Unis vont baisser leur taux? Peut-être, c'est pas sûr. L'Europe, probablement, un petit peu. Mais on est dans un contexte dans lequel il y a de la pression, en fait, sur les banques centrales pour baisser leur taux d'intérêt. Les prix de l'or, ils baissent pas trop, quand même. Ah non, justement. C'est pour ça que je pense Donc, ce serait peut-être pas une bonne idée de baisser les taux. Je pense pas que ce soit une bonne idée. D'un point de vue économique, c'est pas une bonne idée. C'est une très bonne idée pour les États, qui sont trop dispendieux, qui ont beaucoup de dettes, et donc qui voient, en fait, le coût de leur dette qui monte et qui paniquent. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour trouver de l'argent? Qui cherchent de l'argent partout. C'est un autre problème. Oui, mais c'est aussi lié au fait que les taux d'intérêt sont élevés. Et donc, ils doivent payer sur leur propre dette des taux d'intérêt élevés. Et ça embête les États. Ça, c'est la présomption fatale. Tu vois, quand tu commences à te dire que je peux manipuler l'argent pour être plus riche. Oui, bien sûr. Ça, mais j'ai dit, dans les rapports de force aujourd'hui, les États veulent une baisse de taux. Économiquement, j'en suis pas du tout convaincu que c'était la bonne décision à prendre. Pas du tout. Mais ce serait marrant de voir si effectivement on peut garder, parce que le problème de l'or, c'est que la supply elle est fixe, à modulo ce qu'on trouve par terre, mais on peut pas imprimer de l'or. Et imprimer de la monnaie, c'est important et essentiel. Le problème, c'est que quand on a un banquier central qui doit décider de quel est le taux, qui va venir réguler la quantité de monnaie, eh ben là, on tombe exactement dans ce que tu viens de décrire. C'est-à-dire que le gars, à un moment, il se dit, elle est cool cette manette. Elle est cool. C'est bon ça. C'est bon ça. C'est ça. Et est-ce qu'il n'y a pas un moyen de fixer des taux d'intérêt directeurs automatiquement, sans banquier central, pour garder la plasticité de la masse monétaire sans avoir le problème du sommelier complètement bourré qui est à la cave tous les jours, quoi. Il faudrait réfléchir, j'ai pas réfléchi, ça me semble un peu idéaliste, mais pourquoi pas. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que pourquoi pas, mais en tout cas, ce qui est certain aujourd'hui, c'est que le prix de l'or, c'est le juge de paix du bon niveau de taux d'intérêt. Donc ça veut dire que quand vous voyez l'or qui monte, c'est que les taux sont trop bas. Et donc, c'est une façon indirecte de dire, à ce moment, il devrait réagir. Oui, mais exactement à quel montant, je ne sais pas comment il devrait le faire. Il faudrait réfléchir, tu vois. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est ça. C'est que l'or qui monte, ce n'est pas qu'est-ce que l'or monte. C'est que c'est le juge de paix d'une politique monétaire qui a été trop expansionniste et des taux d'intérêt trop bas. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, nous, on continue à le voir partout. Donc, 80% des devises qu'on suit dans le monde, les taux d'intérêt sont trop bas. Ils sont trop bas, voilà. Des taux d'intérêt qui sont corrects, c'est au moins 1 ou 2% au-dessus de l'inflation. Voilà, ça c'est bien. À partir du moment où vous êtes à entre 1,5 et 2% de l'inflation, vos taux d'intérêt sont bons. Là, on n'est pas du tout là. Et alors, les taux d'intérêt longs, c'est encore pire parce que les courbes sont inversées. Donc, les taux d'intérêt sont pas bons du tout. Ils sont beaucoup trop bas. Et donc, ça veut dire que le risque sur toute la dette, c'est que ces taux d'intérêt finissent par monter. Hein. Ah oui. Parce qu'économiquement, ils sont trop bas. Et s'ils montent, eh ben, vous allez voir que ça va être une catastrophe pour le marché obligataire. Donc, on en revenait à la discussion. Un petit coucou à tous ceux qui... Oui. J'entends des bruits qui disent « Oh là là, il faut acheter des obliques parce que les taux vont baisser. » Allez-y vite, allez-y vite, pas du tout, bon courage, je voulais dire. Oui, voilà. Donc, revenir à la discussion de départ. C'est un pari courageux. Non, je reviens sur, faites attention, les obligations sont toujours dangereuses, l'or n'est pas cher. L'or, on dit, l'or a monté de 15% ou 16%, c'est terrible, mais il a monté de 30% par an pendant 10 ans, dans les années 70, tous les ans. Donc, je dis pas qu'on va refaire la même chose, mais dire que c'est très cher parce qu'il a monté de 15 ou 20%, historiquement, ce n'est pas vrai. Donc, non, aujourd'hui, si on est dans le contexte comme moi je le suis, qui est non, les dettes sont encore toxiques, eh ben, il vous reste des titres de propriété. Et puis voilà, j'ai proposé une méthode simple pour arbitrer entre les deux. Eh ben, merci Didier. Merci à toi.